Bienvenue à Mémoire Digitale, le podcast innovation, la place que l'innovation prend au cœur des gens, au cœur des gens que j'ai la chance de rencontrer, avec qui j'ai la chance de discuter semaine après semaine. Dans la première saison, on a eu des médecins, on a eu des chercheurs, on a eu des historiens, on a eu des gens du domaine du jeu vidéo. Marc Petit, entre autres, a été un épisode quand même assez marquant pour moi, qui m'a amené à rencontrer mon prochain invité. Il est à la tête de Atopos depuis 1999. Il est également à la tête d'une formation en temps réel dans le domaine du 3D. Ça me touche beaucoup parce que c'est ce qu'on fait chez Lanterne Digital. Il est, à mon avis, un des pionniers dans tout ce qui est motion capture, tout ce qui est capture de mouvement, un être visionnaire en termes de placement de 3D dans ce qui peut être fait dans le temps futur, dans ce qui s'en vient. Je suis très content de parler avec Stéphane Dalbera. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonsoir Sébastien, je vais bien et déjà je tenais à te remercier pour l'invitation. J'ai découvert ton travail et ta chaîne justement avec l'entretien de Marc Petit. C'est un travail assez remarquable et je suis assez content d'y participer, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Bien, c'est un plaisir partagé, sache-le. Je suis très content de pouvoir parler parce que c'est le fun de voir la communauté innovante croissante. On en voit, ça vient de tous les côtés, de toutes les sphères. Et c'est le fun de voir que quand on parle à des gens, il y a des gens qui réagissent, que ça fait mousser tout ça. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des invités comme toi sur le vieux territoire qui vient de la France. J'ai eu Là-haut ici qui vient de la France. On a même quelqu'un du Texas avec qui on rencontrera dans les prochains épisodes. Donc, c'est le fun de voir que ça croît, que ça prend de la place, que ça prend de l'envergure, assurément, comme projet. Moi, ça me touche beaucoup, mais c'est surtout la chance que j'ai de pouvoir échanger avec des gens qui ont des connaissances que moi, je suis comme une éponge. J'adore apprendre, j'adore comprendre ce qui se passe. Et de voir ton parcours, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis fait, OK, il est là-dedans depuis longtemps. Tu sais, Marc Petit avec Unreal, qui est à la tête d'Epic Games et de Unreal, a travaillé, entre autres, avec Softimage, on l'a entendu. Ça remonte à loin quand même, toi, ton plaisir à côtoyer l'innovation. Ça remonte à quand? Le terme innovateur est toujours un terme un petit peu délicat. Moi, j'aime bien parler, en ce qui nous concerne, d'explorateurs du champ des possibles. Les vrais innovateurs, finalement, sont assez rares. Et par rapport à l'innovation, tu le sais, un de mes dadas et de mes passions, c'est l'histoire. Alors l'histoire, globalement, parce que comprendre le passé, ça aide à comprendre le présent et peut-être imaginer un petit peu l'avenir, mais aussi dans le domaine de la tech. Dans le domaine de la tech, cette compréhension de ce qu'ont fait nos grands anciens, qui sont pas si vieux que ça certaines fois, découvrir, prendre conscience que l'hypertexte, Todd Nelson, c'est 64. Bien avant l'explosion du web, on pose vraiment les jalons. Les gens de Stanford et du SRI avec la Mother of Demo à Frisco, Douglas Elkaber, c'est 68. Ian Sutherland, les expérimentations, les premiers casques de VR, c'est 69. Et ça, c'est les vrais innovateurs. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est pas forcément ceux qui en récoltent les fruits en termes de produits, en termes de succès, en termes de bénéfices. Et moi, oui, je me définirais plus comme un explorateur du champ des possibles. J'ai rien inventé comme technologie. Par contre, dans la façon de les utiliser, dans la façon de les détourner parfois, par la façon de leur faire faire ce qui était théoriquement impossible de faire. Mais justement, ça, Stéphane, je t'arrête. Est-ce que c'est pas justement un peu de l'innovation, de prendre quelque chose qui existe, de bouleverser le statu quo, d'essayer de trouver une nouvelle façon d'utiliser? À mon avis, on rentre dans l'innovation. On va hiérarchiser, disons. Il y a les grands innovateurs, il y a les petits innovateurs. Et quand tu parles, le côté pionnier un peu plus. Et tu citais Marc Petit, effectivement, qui a commencé en France chez TDI. Oui. Vraiment, il y a longtemps. Donc moi, je suis de la deuxième génération des pionniers des usages commerciaux de la 3D. Parce que les usages en labo, ça avait commencé bien avant. Et j'ai eu la chance de côtoyer justement cette première génération. Qui sont des gens passionnants, qui ont ce côté un peu pirate que peuvent avoir les pionniers, qui m'ont transmis ce petit côté, quand on a commencé à utiliser la motion capture, certaines choses qu'on a faites, la phrase « personne nous avait dit que c'était impossible, donc on l'a fait » est assez juste. On avait cette inconscience. Et effectivement, cette inconscience-là, c'est un peu le dénominateur commun de ces premières générations de pionniers, cette petite inconscience, cette petite folie et beaucoup de passion. Et ça, par contre, la passion, je l'ai depuis longtemps, de la technologie. Elle a commencé, je suis arrivé à l'informatique en fait par l'astronomie. Okay. J'étais un fan d'astronomie. Je suis niçois, on a la chance d'avoir un très bel observatoire à Nice. Et par l'astronomie, au tournant des années 70, début des années 80, j'ai pu toucher mes premiers ordinateurs, la grande époque des ordinateurs personnels. Et là, j'ai mis un doigt dans la mécanique. Et voilà. L'engrenage t'a absorbé et t'es tombé là-dedans. Comme Obélix est tombé dans la potion étant jeune.
la génération des taquineurs d'octets. Je me suis retrouvé à éditer mes premiers logiciels à 18 ans, à développer, puis ça a été un cheminement et après plein de belles rencontres. Je pense que s'il y a un message à faire passer aux jeunes gens qui peuvent suivre ta chaîne, c'est aller vers les autres. N'ayez pas peur des rencontres. Le bonheur du monde de la technologie, c'est d'aller vers les autres et aussi d'aller vers des gens qui ne sont pas dans la technologie, de mettre la technologie à leur service. Exact. C'est super. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai eu la chance de parler qui m'ont souvent dit ça, justement, de mettre l'innovation ou la technologie au service des humains. Étant jeune, tu l'as dit, tu as programmé, tu es rentré dans les ordinateurs très tôt. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Est-ce que le 3D s'est présenté d'office ou tu as eu un déclic qui a fait OK, c'est vers ça que je veux aller? La 3D est venue beaucoup plus tard. Voilà, là, on parle de mes 10-12 ans, on va dire, la découverte de l'informatique. La passion de l'informatique, c'est une activité intellectuellement sublime, quoi. C'est un des plus beaux jouets qu'on ait donné à l'homme. Comprendre comment ça marche, élargir le champ des possibles. Et la découverte de la 3D, là encore, c'est un lien avec le fait que je sois de la Côte d'Azur et de Nice. Un des gros événements du monde de la 3D pendant des décennies a été Imagina qui se passait à Monaco. Okay. Et ado, je vais avoir 16-17 ans, je me suis débrouillé pour réussir à rentrer dans Imagina où je n'avais pas ma place. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois que j'ai croisé Marc Petit, entre autres. J'ai vu toutes ces machines. Alors oui, la presse commençait à parler de ce qu'on appelait à l'époque les images de synthèse. Je ne sais pas si tu te souviens de cette terminologie-là, la révolution des images de synthèse. Ça m'a donné le goût de ça. Et puis après, encore des hasards de rencontres, de vie. Mes premiers pas dans l'informatique étaient orientés sur des choses, je dirais, un petit peu plus austères, quoique basées sur le traitement du signal, donc beaucoup de travail avec les musiciens, le son. Okay. Et le fait d'arriver vers la 3D est venu par une rencontre, encore une fois, sur un salon, et autour de la motion capture. Voilà, la motion capture qui, à l'époque, était utilisée principalement, d'ailleurs pas principalement, que pour les usages médicaux pour lesquels elle a été créée, qui reste encore très conséquent. Mais tu sais, parce que la majeure partie des gens, Stéphane, le motion capture voit ça pour le cinéma, des personnages de cinéma. Tu sais, le commun des mortels, on va appeler ça comme ça, va réfléchir au motion capture pour des effets spéciaux dans le cinéma. Comment on peut l'implanter dans le médical pour bien comprendre comment c'est utilisé à ce niveau-là? En fait, c'est né de ça. C'est vraiment né le besoin de faire de l'analyse du mouvement. Alors, aussi bien d'un point de vue scientifique, comprendre le mouvement, Étienne Jumaret en France, Nubridge sur un pan plus artistique et plus anglo-saxon, c'est cette démarche-là avec la photographie. On a étendu ça en 3D, et entre autres sur une pathologie particulière, qui sont les enfants insuffisants moteurs cérébraux, IMC, où on avait le syndrome de l'anniversaire. C'est-à-dire, on y allait de façon très empirique. Chaque année, on opérait la jambe, on changeait le point d'attache d'un muscle, puis on voyait un peu ce qui se passait. Et des pionniers, dont les gens de Vicon à Oxford, avec qui j'ai eu la chance de travailler et de collaborer, ont commencé à se dire que l'informatique permettrait d'analyser le mouvement, d'avoir une approche préopératoire objective des choses. Et la motion capture, l'analyse du mouvement, est née de ça. Et ça reste encore aujourd'hui un des marchés principaux des grands acteurs du marché. Analyser le mouvement pour le comprendre. Là, typiquement, et ça fait partie des choses très nobles, sur un enfant IMC, il va avoir de l'analyse préopératoire assez longue. Et de cette analyse-là, on va faire les interventions qui sont des interventions orthopédiques lourdes. En général, on a ce qu'on appelle du multisite, 13-14 interventions. Et tu te retrouves avec des enfants qui avaient du mal à marcher, qui marchaient avec des déambulateurs en équin, c'est-à-dire sur la pointe des pieds, dont la croissance se faisait mal, qui marchent comme toi et moi au bout d'un an. Oui, mais je vis ça. Ma fille a un problème de ce type-là. Elle a une jambe qui est plus courte que l'autre, quand même, de près de 3 cm, puis elle a 10 ans aujourd'hui. Fait que je comprends un peu, je vois la nécessité, parce que je vois maintenant ce qu'on est capable de faire aussi, puis d'accélérer tout ça. Puis je parlais avec Diego Mantavoni dans un autre épisode qui nous parlait aussi que la Suisse, l'Europe sont beaucoup plus avancés que même on l'est ici au Québec. Donc, je comprends bien je vois la nécessité, puis je vois surtout comment on peut l'utiliser, puis à quel point ça peut être bénéfique pour un domaine qui est très médical, donc c'est très noble, comme tu le disais bien. Comment est arrivé le switch, si tu me permets l'anglicisme, du côté médical, très technique, très rationnel, à créer des personnages cinématographiques? Le volet divertissement de la mocap est arrivé quand?
Là, on est justement dans ce détournement de produits quelque part. Voilà, on avait cette industrie du jeu vidéo qui montait en puissance, qui allait de plus en plus vers des jeux en 3D temps réel et plus des jeux en 2D, avec des volontés d'animation réalistes, des grands volumes d'animation aussi, parce que l'animation keyframe est quelque chose qui marche très très bien, très efficace, mais en termes de productivité, C'est lourd. voilà, c'est assez lourd aujourd'hui. Si on devait monter des équipes qui produisent les volumes d'animation qui seront en motion capture, humainement, on n'y arriverait pas. On n'a pas les ressources humaines formées à ça. Et donc, dans cette volonté à la fois d'hyper-réalisme et de volume d'animation, des gens commençaient à s'approprier ces outils-là pour les détourner, les mettre au profit de l'entertainment. Et j'ai vraiment vécu cette période de bascule où on avait tout inventé. Voilà, on détournait vraiment des outils, ils n'étaient pas pensés pour ces usages-là, les méthodologies de travail n'étaient pas en place, les outils étaient balbutiants. Dans les beaux outils, ça nous fait un lien avec la belle province, on a Kaidera avec Filmbox qui est arrivé, qui a été un des premiers beaux outils, qui est devenu Motion Builder et qui aujourd'hui a été racheté par Autodesk. Et ça a été mon premier lien professionnel avec le Canada, c'est fait par ce très beau produit pensé pour ça. Et pendant longtemps et encore aujourd'hui, finalement, ce qui était très intéressant dans l'aventure d'Atopos qu'on a créée en 99, c'est que notre clientèle, oui, on avait la clientèle la plus rentable était celle de l'entertainment, que ce soit pour le jeu vidéo avec des Ubi, avec des Sony, ou celle du cinéma. Mais à côté de ça, on a toujours eu une activité dans la recherche. On travaille avec le Collège de France, avec une institution française qui s'appelle l'INSEP, qui est un institut d'études pour le sport, avec des médecins. On travaille aussi avec des enjeux d'ergonomie, puis petit à petit, de plus en plus pour des usages industriels. Et cette phase où l'industrie s'est appropriée les technologies du jeu vidéo et du temps réel est vraiment intéressante et passionnante. Et à côté de ça, quelque chose auquel on tient beaucoup chez Atopos, c'est régulièrement des collaborations avec des artistes. Alors là, on sort un petit peu des enjeux de rentabilité économique, mais travailler aussi bien avec des compagnies de danse, les ballets Préjocage en France, qui des très grosses compagnies internationales, où j'ai la chance de collaborer régulièrement avec Claudia Hart du Chicago Art Institute, qui est une des pionnières de l'usage des outils de 3D dans l'art contemporain. Et c'est à la fois extrêmement nourrissant, mais au-delà de ça, même économiquement, c'est un endroit où justement dans cet élargissement du champ des possibles, dans cette exploration, on prend beaucoup plus de risques qu'avec un client. Okay. Quand un artiste vient me voir avec une idée un peu faux-folle, on n'est pas sûr d'y arriver, il n'y a pas d'enjeu économique, on va dire on va essayer. Est-ce que c'est justement est-ce que c'est justement ton amour de la musique qui revient un peu constamment, qui fait que tu as un attrait vers ce type de projet-là? Mon amour de la musique, de l'art en général, finalement, Atopos m'a permis de faire converger plusieurs de mes passions. La technologie, le spectacle, la création au sens le plus large du terme, l'humain. Voilà, on parlait de ces rencontres, ces équipes, ce genre de choses. Et c'est un tout qui se nourrit, mais ces usages détournés de la technologie, cette façon d'emmener des outils technologiques à des créateurs qui vont les transformer, les détourner, les emmener aussi à sortir de la simple fascination pour la technologie pour se poser la question du sens, de la valeur ajoutée. Ça nourrit aussi, après, les types de prestations qu'on peut offrir à des clients plus conventionnels. Donc, ça fait de belles rencontres, ça fait de beaux challenges, de beaux défis et des choses vraiment intéressantes à faire. Et donc, cette bascule, ce détournement d'une technologie, là, finalement, je parlais de deux détournements. Il y a quelque chose qui met du médical et de la science pour aller vers l'entertainment. Et j'ai commencé à initier aussi le détournement des technologies qui sont développées et démocratisées par le jeu vidéo par l'industrie. L'industrie a été pionnière du temps réel pour les simulateurs de vol avec les militaires, avec ces gens-là, en investissant des sommes colossales. Et à un moment, ils se sont rendus compte que la mutualisation sur un marché gigantesque du jeu vidéo faisait que les outils qu'utilisaient, je vais employer un terme, les saltimbanques, étaient plus performants, plus économiques que ceux qui développaient en interne. Et qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre de ces saltimbanques-là. Et cette période, ça fait une quinzaine d'années, elle ne fait que s'accélérer finalement. Effectivement, on le voit là. Des outils, tu le vois aujourd'hui dans la stratégie d'Unreal. Unreal, c'est pas que le jeu vidéo, loin s'en faut. Ça va s'utiliser dans le BTP, dans l'automobile, dans la simulation, ça touche tous les domaines. Et là, c'est mon autre grand dada, c'est
la 3D temps réel à laquelle je crois profondément depuis que j'ai découvert la 3D. Mais tu sais, ça fait déjà plusieurs années que tu as une vision du temps réel. Tu sais, pour certains, le temps réel, c'est nouveau. Il y en a qui commencent à peine à percer la coquille de ce que ça pourrait être. Dans ton cas, ça fait déjà près d'une dizaine d'années que tu es Même autour de plus, ça, même un peu plus que ça. même beaucoup plus. D'un certain point de vue, dès que j'ai découvert le monde de la 3D, bien sûr, il y avait les performances des machines à l'époque, au milieu des années 90, qui étaient limitatifs. Mais si tu te projetais un tout petit peu sur la loi empirique de Moore, la croissance exponentielle de la performance, je me suis rapidement dit, le jour où on aura ce niveau de qualité, ou un niveau de qualité supérieur en temps réel, il adviendra. Et la grande force du temps réel, finalement, c'est que un objet 3D temps réel, il est plus virtuel. À partir du moment où on interagit avec quelque chose et qui réagit instantanément, il devient très concret finalement. Oui. Le temps réel, c'est la disparition de la virtualité. Et on n'a pas besoin d'avoir un casque de VR. Hein. Tu es, t'as peut-être des enfants qui jouent à Counter-Strike. Tu es dans Counter-Strike, tu n'as pas besoin d'être en VR pour être dedans. Effectivement, le VR, à mon avis, le VR, excuse-moi Stéphane, le VR, à mon avis, amène une étape de plus dans l'utilisation. Donc, l'étape émotive peut être poussée plus loin, mais on a un pourcentage d'adoption qui n'est pas encore tout à fait là. Le temps réel accélère beaucoup de choses. Tu l'as dit, l'industrie, entre autres, vont commencer à voir ça. Toi, tu l'as vu il y a près de 20 ans. Concrètement, quand est-ce que tu as pu commencer à dire, OK, là, maintenant, ça commence à être réaliste d'envisager de travailler en temps réel? Alors, on l'a fait par étapes, en fait. On l'a fait par étapes et d'abord, il y a cette disparition de la virtualité, mais l'autre chose qu'apporte le temps réel, c'est la réduction de la boucle de rétroaction. Et dans les métiers de l'entertainment, on a beaucoup travaillé pour des gens qui faisaient du précalque. On a fait énormément de trailers, de jeux vidéo, entre autres, pour Ubisoft. Donc, on est sur des choses précalculées. On travaillait avec des Micros en France, des entreprises de ce type-là. Et une phase qui est assez fondamentale, c'est la capacité de cadrer quelque chose. Voilà, la phase où le réalisateur va placer sa caméra virtuelle. Dans un processus classique, tu as le réal qui va mettre quelque chose sur peut-être un storyboard ou qui va expliquer à quelqu'un, qui va expliquer à une autre personne, qui va expliquer au lead, qui va expliquer à l'infographiste, qui va faire un rendu de petite qualité. Ta boucle de rétroaction, elle prend 2 jours. Oui. Ce qu'on a commencé à faire, et entre autres avec Kedera, c'est de se dire, la qualité visuelle, là, elle n'est pas importante. Par contre, ce qui compte, c'est de voir ce qu'on fait. Si je prends, comme pour un monteur, j'ai mon opérateur, j'ai le réalisateur à côté de lui, et en temps réel, il place sa caméra, on va changer la donne. Et là, je te parle, c'est 2005 à peu près. OK. Après, j'ai commencé à voir des industriels venir vers nous. Des industriels s'approprier ce genre de choses. Et on est effectivement, là, sur les 5-6 dernières années, une accélération colossale, que ce soit du côté de nos amis d'Unreal, des gens d'Unity. Le champ des possibles devient large, les technos sont matures, la façon de travailler a changé. Par contre, c'est des process qui sont exigeants. Le temps réel ne pardonne rien. Non, mais ça dit, on est en temps réel, donc la place au pardon et à l'erreur, elle est très, très courte. Est-ce que tu penses que, The Mandalorian a été tourné sur des écrans en LED avec justement une technologie de temps réel, de virtual production en arrière. Est-ce que tu penses que de voir des grosses productions comme celle-là, utiliser cette technologie-là, ces technologies-là, aide à l'accélération de l'utilisation dans l'industrie? Évidemment, et c'est un changement qui n'est pas simple, hein, parce que c'est un vrai changement de paradigme d'un certain point de vue. Voilà, culturellement, on change de culture, on change de process, et ça touche tous les domaines. Là, tu cites effectivement la virtual prod, la disparition du fond vert au profit d'images, il y a plein de bénéfices, de l'hacking, etc., etc., etc. Mais la prévisualisation des effets spéciaux qui a commencé, ILM a été assez pionnier là-dessus, la capacité d'avoir dans l'œilleton de ta caméra, tu as non seulement ce qui se passe IRL, mais aussi une prévisualisation de ce que seront certains effets. Énorme. Dans plein de domaines, en fait, ça bouleverse tous les domaines. Ça bouleverse tous les domaines parce que ça change les process. Par contre, comme souvent, c'est un changement de paradigme. Donc, un changement de paradigme, c'est pas juste je change légèrement ma façon de travailler. C'est je repense ma façon de travailler. On a eu ça sur la motion capture. Sur la motion capture, certains de mes clients, au départ, imaginaient la mocap comme un remplacement du keyframe. En fait, ils pensaient keyframe, mais ils appliquaient de la mocap. On storybait tout, et la direction de comédien sur le plateau, c'est qu'on surdécoupait au plan, aucun intérêt,
Pire que tout, la personne qui dirigeait le comédien était un lead animateur. Il utilisait le comédien en interface de keyframing. C'est-à-dire les consignes, c'était bon, alors tu commences, tu es dans cette position, puis après tu es dans cette position, et le comédien interpellé. Non, le comédien a un cerveau, tu lui expliques ton intention, etc. Il va pouvoir le faire. C'est pareil, on est dans du changement profond, et ce qui rend les choses difficiles. C'est pas simple de changer de paradigme, c'est pas simple de changer sa façon de travailler. Par contre, ça devient incontournable. Et je pense que, comme souvent dans les changements de paradigme, certains n'arriveront pas à le faire. C'est de plus en plus incontournable en termes de productivité, en termes de qualité, en termes de capacité. Dès qu'on est dans un processus créatif, on est dans un processus itératif. Et le fait d'avoir directement le retour de son idée, de pouvoir tester bêtement. Oh ben non, tiens, c'est une fausse bonne idée. On le sait instantanément. Ça va changer beaucoup de choses dans les workflows, dans la réactivité, dans la créativité. On va s'arrêter quelques instants, Stéphane, prendre une petite gorgée d'eau. Je veux qu'au retour, on parle de ce à quoi on pourrait déployer ça dans le futur. Tu sais, le grand mot que tout le monde utilise, c'est le métavers, le fameux metaverse. Comment ces technologies-là qu'on voit aujourd'hui vont se déployer? J'en ai parlé avec Marc, j'aimerais ça avoir ton avis aussi là-dessus, puis voir aussi comment on va se préparer à tout ça. Parce que tu le dis, il y a un changement de paradigme, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de connaissance qui va devoir s'opérer aussi. C'est un bouleversement qui s'en vient dans le monde créatif numérique. Je veux qu'on voit comment on va aborder ça pour le futur puis comment on doit se préparer aujourd'hui en fonction de ça. On s'arrête quelques instants dans Mémoire digitale. Au retour, on continue avec Stéphane Dalbera de Atopos. Merci. Toujours avec Stéphane Dalbera de Atopos, en direct de la France, qui est avec nous. Merci tout d'abord de te rendre disponible avec nous, Stéphane, encore une fois, pour parler d'innovation, parler d'exploration, parler de changement aussi. On en a parlé, il y a beaucoup de changements qui sont en cours en ce moment dans le monde technologique, dans le monde créatif, dans le monde numérique. Tu es un des acteurs de ces changements-là par Atopos, par ta vision. On a parlé de temps réel, d'intégration temps réel. Vers où tout ça va nous mener? J'aimerais ça t'entendre sur le métavers. Là, il y a comme une espèce de buzzword constant autour de la planète qui prend une importance folle dans toutes les couvertures de techno, puis tout le monde intègre le terme métavers dans leur truc. C'est quoi ta vision, toi, réelle du métavers? Alors, là, on rentre dans quelque chose, je vais peut-être te donner ma vision un peu personnelle. Au-delà, on va pas se mentir, il y a une part de com qui est aussi de la com de grosses entreprises à destination des marchés pour rassurer sur le fait qu'il y a une vision d'avenir, etc., etc. Et là encore, je trouve que c'est pas inintéressant de mettre une petite perspective historique sur tout ça. Si on regarde un petit peu l'informatique fin des années 90, avant la révolution du web, contrairement à ce que des jeunes générations imaginent, l'adoption de l'informatique était très très large. Dans les pays développés, le taux d'équipement des foyers était gigantesque, toutes les entreprises reposaient sur l'informatique et ça avait déjà révolutionné nos vies, ça avait déjà révolutionné le business, mais il y avait des lieux pour ça. On était face à son ordinateur quand on voulait avoir une pratique numérique. On s'éloignait sur l'ordinateur, on l'avait plus. La grande transformation des 20 dernières années, je la résume souvent sur cette petite phrase. On est passé d'une informatique qui avait un lieu pour ça, donc forcément un temps pour ça, et ça limitait les usages, avec le développement de l'informatique mobile, de la connectivité, etc., etc. Aujourd'hui, on a une informatique partout, pour tout et tout le temps. C'est perpétuel, oui. Alors, aucun élément de nos vies privées ou professionnelles n'échappe à la numérisation. Après, on peut choisir de se tenir à l'écart, mais potentiellement, toutes nos vies sont là. Et ça a été un bouleversement vraiment conséquent. Mon rapport au terme métaverse, d'un certain point de vue, au-delà du mot un petit peu marketing, pour moi, c'est l'étape d'après. On arrive aux limites finalement de ce qui s'est mis en place avec la révolution du web. Les usages sont là, sont conséquents. On constate aussi chez les utilisateurs, et peut-être que le Covid a accentué ça, un désir d'IRL, un désir d'expérience in real life, d'ici et maintenant, mais sans les points de friction de l'IRL. Et pour moi, le gros enjeu du futur, c'est d'avoir une hybridation des expériences. Une expérience où on a un continuum entre le numérique et l'IRL, où les deux s'entremêlent de façon transparente, fluide. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crois beaucoup à la réalité augmentée. Et pour moi, le métavers, ça n'est qu'un autre nom donné au fait que l'enjeu des 5-10 prochaines années, c'est de fluidifier complètement l'expérience. C'est un enjeu d'expérience utilisateur
Et ça peut s'appuyer bien évidemment sur la 3D temps réel, sur la RA, ça s'appuie évidemment sur les NFT, sur la blockchain, sur du machine learning, mais pour moi le métaverse c'est l'autre nom donné au fait de devoir complètement repenser le paradigme d'interface homme-machine, le paradigme d'expérience. Et là encore, c'est pas la tech qui prend le dessus, c'est l'humain. C'est qu'est-ce qu'on va proposer comme expérience aux gens. C'est drôle ce que tu me disais, puis ta définition. Tu sais, quand j'ai parlé avec Marc Petit, il m'a dit sensiblement la même chose dans ses mots à lui sur accélérer la connectivité, rapprocher les gens encore plus. Tout ça faisait partie de sa vision de l'utilisation du métavers qui était un outil, ou en tout cas du moins une technologie qui était débrouillée pour accélérer cette connectivité-là humaine entre la technologie et les hommes. Et d'un certain point de vue, la période qu'on est en train de vivre me rappelle la grande folie du web, avec des acteurs qui sont très très valorisés, mais qui à mon sens n'existeront peut-être pas dans 5 ans, avec pas mal de buzzwords, avec une com qui, employant le terme, il y a parfois pas mal de bullshit aussi sur certaines choses. Oui, il y a certains termes cavaliers. On va dire les termes cavaliers pour certains. Là, je suis d'accord avec toi parce que tout là, il y a un enjeu monétaire aussi, il y a un enjeu de part de marché, il y a un enjeu de prise d'investissement. Tu l'as dit, il y a des grosses sociétés en bourse qui ont des comptes à rendre. Il y a une traction à générer pour pouvoir éventuellement se rendre à cette finalité-là. Fait que oui, je pense que l'utilisation de la communication est très forte. En ce moment, je pense que c'est beaucoup plus un terme marketing qu'un terme techno. Ce qui a beaucoup évolué avec la place qu'occupe aujourd'hui la technologie et les acteurs de la technologie dans l'économie globale, c'est le marketing de l'innovation. Et personne n'y échappe. Hein. Aujourd'hui, un directeur de labo va devoir marketer et parfois survendre. Il y a un décalage. Quand on discute avec des décideurs de l'industrie en one-to-one et qu'on voit la communication, il y a un décalage. Mais quand on discute avec un directeur de labo au hasard qui travaille sur l'informatique quantique, il y a une énorme différence entre ce qu'il va dire vis-à-vis de ses bailleurs de fonds, vis-à-vis des politiques et ce qu'il pense. On est dans cette situation là qui est conséquente et qui est problématique. Mais comme pour le web, l'explosion de la bulle Internet n'a pas fait que ces technos ont disparu. Bien au contraire. C'est juste une période à passer. Le ménage se fait un petit peu. Et comme pour le net, oui, tous ces technos-là, à mon sens, auront un impact conséquent, une place conséquente dans nos vies à un horizon difficile à définir, de 2 ans, 3 ans. Oui, il y aura un Web 3, mais par exemple, Web 3, personne aujourd'hui n'en connaît la forme. Web 2, on a mis le mot quand la forme du Web 2 commence à exister. Web 3, il y a une conscience que tout le monde sature d'avoir 150 applis, 250 onglets ouverts, 850 identifiants, des questionnements sur sa sécurité, des questionnements sur sa vie privée. On est en saturation de ça, on arrive à la limite de ce système-là. Bien entendu qu'il y aura un Web 3. Sa forme, je pense honnêtement que personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Voilà. Mais elle va s'appuyer sur ces choses-là. Oui, il y aura du machine learning. Oui, il y aura des NFT. Oui, il y aura de la blockchain. Oui, il y aura de la 3D temps réel. Oui, il y aura de la réalité augmentée. Mais sous quelle forme, dans quelle proportion? Et c'est là que c'est excitant. Voilà. C'est pour moi incontournable. Le métaverse va exister. Mais dans sa forme finale, on ne le sait pas encore. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. C'est en ça que c'est de l'innovation, c'est qu'elle est à définir et ça va être fait par des jeunes gens, ça va être fait par des gens qui vont avoir des idées qui sont pas juste un effet waouh. C'est aussi ça le classique qu'on peut avoir, hein, des choses qui vraiment créent une valeur d'usage réelle, qui change les choses. Et ça peut être des choses parfois très très simples. C'est enlever les points de friction. Et en ce sens, pour moi, les UX designers, les designers au sens complet du terme, ont une place colossale. Je travaille beaucoup avec Anne Asensio chez Dassault Systèmes et c'est au cœur de nos réflexions et de nos échanges. On ne parle pas de technologie d'un certain point de vue, on parle d'expérience utilisateur, on parle d'usage, on parle de continuité d'expérience, on parle de fluidité, on parle d'esthétique. Voilà, tous ces enjeux-là, la tech n'est qu'un moyen. Steve Jobs avait ce discours-là il y a déjà quelques années quand même. Fait que, c'est drôle de voir ce cycle-là qui se perdure puis qui revient toujours. T'sais. Oui, les technos sont là, puis tout le monde va propulser les nouvelles technos puis dire qu'on fait des nouvelles technos. Mais tout cycle nous ramène toujours à OK, cette techno-là, comment on va l'intégrer à l'utilisateur? Comment celle-ci va être bénéfique? Comment l'adoption va se faire effectivement de cette techno-là? Fait qu'il y a un cycle
autant au niveau technologique, mode, n'importe quoi, tout est cyclique dans la vie. Là. Donc, de voir que ce cycle-là revient avec cette nouvelle technologie-là, ces nouvelles possibilités-là qui s'en viennent devant nous, c'est ultra stimulant pour les créateurs, pour les jeunes formateurs, pour les jeunes qui s'en viennent. Tu sais, on dit souvent, il y a 10 ans, quand j'étais à l'école, ou il y a 15 ans, quand j'étais à l'école, la majeure partie des métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Les jeunes de demain vont probablement créer leur propre métier par les possibilités qui vont être pas infinies, mais presque. Comment tu vois justement ce positionnement-là de relève? Parce que si on a à bâtir des choses qu'on n'a pas aucune idée comment elles vont être bâties, comment on forme les gens d'aujourd'hui pour y arriver? Là, tu touches à un autre aspect qui a une place de plus en plus conséquente dans ma vie, c'est la transmission aux jeunes générations. J'ai commencé à m'y impliquer il y a une quinzaine d'années autour justement de ce déficit en formation très axé sur le temps réel et les nouveaux usages du temps réel, qui est parti d'un constat tout simple. Moi, pour mon entreprise, mes clients avaient un mal fou à trouver des profils qui correspondaient à leurs besoins et qui assumaient entre autres le fait qu'on n'est pas dans des métiers de créatifs. Un des mensonges qu'on dit souvent sur les métiers de la 3D, c'est que c'est des métiers de créatifs. Non, c'est des métiers techniques où il faut une sensibilité artistique. Définitivement. Dès qu'on est sur une prod un tant soit peu ambitieuse, si chacun met sa vision artistique, ça se casse la figure. Il y a un DA, il y a un réalisateur, il y a quelqu'un qui est garant justement de l'uniformité. Par contre, il faut une sensibilité artistique pour comprendre ce qui est demandé, ce que je dis souvent à mes étudiants. Si ton DA te dit « je veux une ambiance à la Jérôme Bosch », il vaut mieux que tu saches qui est Jérôme Bosch pour comprendre. Et donc cette technicité-là est essentielle. Ces enjeux aussi, particulièrement dans le temps réel, comme je disais, ça pardonnerait. La première des contraintes du temps réel, c'est d'être en temps réel. On fait une bêtise, tout à coup, le framerate se casse la figure, on n'est plus en temps réel. Donc, ça demande des méthodologies, de la rigueur, du respect presque maladif de certaines contraintes. Ma vision sur l'enseignement, justement, par rapport à ces contraintes, c'est de dire qu'on respecte d'autant mieux une contrainte qu'on la comprend. Donc, on essaye de donner aux étudiants l'équipement intellectuel pour comprendre d'où vient la contrainte. Okay. Et une fois qu'on l'a comprise, effectivement, c'est beaucoup plus simple de la respecter que pourquoi tu fais ça comme ça, parce que monsieur m'a dit qu'il fallait faire comme ça, et je me fais taper sur les doigts si je fais pas comme ça. C'est pas ma vision des choses et des éléments. Et par rapport à ce rapport à l'obsolescence des connaissances, aux métiers qui s'inventent, je crois qu'il est fondamental aujourd'hui d'armer les étudiants, surtout pour leur donner les moyens de faire carrière, de saisir les opportunités, de s'approprier les choses. Et ça passe souvent par des fondamentaux. Voilà, oui, les technos évoluent, oui, les pratiques évoluent, mais il y a certaines bases fondamentales qui n'évoluent que très, très, très peu. J'en parlais avec la connaissance de l'histoire, les grandes choses étaient là dès les années 70. Je prends un bon computer scientist des années 70, je le téléporte aujourd'hui. Objectivement, en 3 ou 4 mois, il a appris tout ce qui lui manque. Les fondamentaux des paradigmes de programmation n'ont pas évolué, on a des outils différents, on les a implémentés différemment, mais la base demeure la même. Cette base théorique, cette base d'ouverture d'esprit, de culture, d'habitude aussi d'éviter ce que j'appelle des formations presse-bouton, comprendre ce qu'on fait, s'habituer à changer d'outil. Dans nos formations, on commence par Blender et tout à coup on passe en deuxième année à 3ds Max. Pas tant pour apprendre 3ds Max, juste pour générer le changement. À changer. Comment je gère le changement? Et effectivement, au début, c'est inconfortable, on a l'impression de régresser. Et ce qui me fait plaisir à la fin, quand mes étudiants reviennent sur Blender, ils me disent « c'est bizarre, j'ai pas touché Blender depuis 3 mois, je bosse mieux sur Blender. » Bah oui, parce que tu es juste devenu un meilleur infographiste. Parce que tu comprends mieux ce que tu dois faire. Voilà. Un skinning, c'est un skinning. Qu'on le fasse sur Max, sur Maya, sur Blender, les outils sont plus ou moins performants, plus ou moins adaptés, mais les grands savoir-faire sont les mêmes, les grands fondements théoriques sont les mêmes. Pareil pour les moteurs 3D temps réel, les projets de fin d'études de mes étudiants, ils sont libres de le faire sur les outils qu'ils veulent, dont des outils sur lesquels ils n'ont eu jamais d'enseignement. Et dans les entreprises où ils travaillent, une de mes fiertés, j'ai une entreprise qui recrute quasiment de chez nous, ils en sont une douzaine d'anciens de la formation. C'est une entreprise qui est Maya-centrique. Ils n'ont pas eu 1 heure de cours sur Maya. Aucun problème, ils s'approprient l'outil. Et ça, je pense que et ça vaut pour tous les domaines au-delà même de la 3D, hein, faire des formations qui sont focalisées sur des outils. Alors oui, on a une employabilité à court terme qui est bonne, mais l'enjeu, c'est d'apprendre aux jeunes générations à apprendre à apprendre, à ne pas avoir peur de sortir de la zone de confort,
à dire oui, oui, je vais être moins efficace pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Puis tout à coup, ça va basculer et un peu comme en programmation, un bon développeur peut s'approprier n'importe quel langage de la programmation rapidement. Et effectivement, le deuxième est un peu douloureux. Le troisième, je pense qu'il y a la même chose pour l'apprentissage des langues. Les vrais polyglottes disent, bon, à partir de la troisième, quatrième, ça vient tout seul. Ça va, mais J'ai eu la à chance part, à de part parler avec des linguistes qui en ont une quinzaine ou une vingtaine. Ouais, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme d'avoir ce recul sur les choses, structurer le cerveau et surtout pas tomber dans j'apprends des recettes de cuisine que j'applique sans les comprendre. Pour moi, c'est la clé et c'est ce qui fait le succès de ce qu'on fait. Très souvent, tu vois Marc Petit qui met en avant les travaux de fin d'études de nos étudiants, ce qui leur fait un immense plaisir parce qu'il y a cette exigence. Et c'est ce mélange aussi de bienveillance. C'est-à-dire, on est exigeant, on leur ment pas sur ce que seront les réalités professionnelles, on les fait grandir, on essaie de casser le modèle scolaire. Une des premières choses que je leur dis à l'école, jusqu'à présent, on vous a appris à répondre à des questions bien formulées, qui ont une seule réponse possible et des critères d'évaluation objectifs. Dans la vraie vie, vous répondrez à des questions mal formulées, qui ont plusieurs réponses possibles et des critères d'évaluation assez subjectifs. clairement. C'est ce changement-là qui est important. Est-ce que ton amour de l'histoire, parce que tu es un amoureux de l'histoire en général, là, j'ai eu la chance d'échanger à quelques reprises avec toi, est-ce que cet amour de l'histoire-là a changé ta façon d'aborder ce que tu fais dans la vie de tous les jours, dans tes formations que tu donnes, dans ton entreprise, dans ta vision de ce que tu veux faire? Est-ce que c'est nécessaire pour toi de ramener toujours ça à l'histoire, de faire OK, comment ça a été fait? Est-ce que ça fait partie prenante de ton processus de décision? Alors, oui, à tel point que j'enseigne aussi à mes étudiants. J'ai un cours d'enseignement dans les cours que je dispense, il y en a un qui est autour de l'histoire du traitement de l'information et je commence au boulier quasiment. Et un des enjeux, c'est de voir le lien profond, et là c'est presque de l'histoire des idées, entre les évolutions technologiques et la société. Se rendre compte que le premier gros traitement industriel de l'information s'est fait autour d'une contrainte toute bête qui est constitutionnelle. Les États-Unis ont un nombre fixe de sénateurs, 2 par État. Hein, c'est la même chose qu'on soit en Californie ou à Rhode Island. Par contre, les représentants, c'est au prorata de la population. Oui. Donc, ils doivent faire un recensement de, je crois que c'est tous les 10 ans. Boulot colossal. Et celui de 1880 par là, on le fait en mécanographie, avec des cartes perforées. Et donc, c'est une contrainte politique qui fait les choses, de montrer le lien avec l'économie, avec les enjeux des fonctions régaliennes, avec la guerre. La mise en perspective de se rendre compte que qu'une innovation parle à une autre, que l'arrivée des Pascaline, des premiers outils de machines à calcul mécaniques, il faut se mettre un petit peu dans l'esprit des gens de cette époque-là, avoir tout à coup une machine qui fait quelque chose qui est dans le champ des possibles normalement de l'être humain, ça les impressionnait autant d'avoir un petit quelque chose qui savait faire une addition que nous de voir un ordinateur battre un champion du monde d'échecs. C'est du même acabit. Ça vient du fait que la micromécanique s'est développée, elle s'est développée à cause de l'horlogerie, et l'horlogerie s'est développée à cause de la navigation, pour faire le point. Tu vois, tout est connecté. Voilà, cette connexion-là aide à comprendre, à mettre en perspective des propositions, des évolutions technologiques, de voir aussi des échecs. Je suis d'une génération où, dans les années 80, la grande promesse, c'était les systèmes experts, la deuxième phase d'intelligence artificielle, les ordinateurs de 4e génération portés par les Japonais, les mémoires à bulles, ces choses-là ne sont pas devenues. Et en même temps, pas grand monde parlait d'Internet qui existait, pas net, mais du fait en passant sur l'hypertexte, d'en faire un objet très commun. Donc, il faut toujours aussi avoir cette immense modestie sur la prospective. Des futurologues qui ne se plantent pas, on dit souvent que même une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour, c'est très rare. Et on trouvera toujours une prédiction, un tel. C'est extrêmement difficile de voir ça, mais ça peut éclairer un petit peu les choses, ça peut éclairer un chemin. Et là, ça dépasse largement la technologie. À titre personnel, je pense que la compréhension de l'histoire et la connaissance de l'histoire aident dans tous les domaines, à comprendre le monde dans lequel on est, à comprendre les relations humaines, à comprendre la géopolitique, la géostratégie, l'économie, etc., etc. Mais ça vaut aussi pour les sciences, les technologies, voire, si on a envie de pousser un peu plus loin, aller un peu vers l'épistémologie, de la philosophie des sciences. Ça permet de ne pas subir la technologie. Ça aussi, c'est important dans la formation.
si on ne comprend pas la tech, c'est elle qui a le pouvoir. Clairement, puis il faut pas que la tech ait le pouvoir, il faut l'utiliser à des fins un peu plus nobles, puis bien l'utiliser. Merci énormément, Stéphane, d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est passionnant de t'entendre. On va se reparler, c'est sûr et certain. Tu seras réinvité pour parler de tout ce qui s'en vient, puis de philosophie des sciences aussi. Stéphane D'Albera de Atopos est également à la tête d'une formation en temps réel du côté de la France. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient avec tous tes projets. Je vais te suivre avec beaucoup d'intérêt. Pour les auditeurs, vous pouvez aller nous suivre, bien entendu, sur Lanterne Digitale, Spotify, Apple. On est partout sur toutes les plateformes. Merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui, Stéphane. Un grand merci à toi et longue vie à Lanterne Digitale, tout simplement. Et prochaine fois, on se voit à Québec. À Québec, en présentiel, avec un verre, ça me fera un énorme plaisir de se revoir. Un gros merci. Merci d'avoir accepté qu'on digitalise ta mémoire. Honnêtement, encore une fois, très plaisant. Et on se revoit pour un autre épisode de Mémoire digitale. Bye.